Vous écoutez Exchange, le podcast de CFA Society France, une exploration des univers de la finance. Philippe Maupas débat avec des dirigeants des enjeux stratégiques pour la finance et de l'avenir de l'industrie. Myriam Ferrand nous fait découvrir les métiers de la finance à travers des conversations avec des détenteurs des certifications de CFA Institute. Lénie Kessler échange avec des experts sur les enjeux extra-financiers auxquels la finance peut contribuer de manière effective, tant en matière de durabilité que d'impact. Bienvenue à tous et à toutes au podcast Exchange de CFA Society France, où j'explore les parcours inspirants des professionnels de la finance, en particulier des CFA Charter Holders. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir avec nous Adriane Aurel-Pagès, à la fois CFA Charter Holder, directrice de l'engagement citoyen à la Banque Postale. Adriane, tu es ma première invitée et je te remercie infiniment pour ta confiance et merci de prendre part à cette conversation. Bonjour Myriam, bonjour à toutes et à tous et je suis très honorée d'être ta première invitée et ravie aussi de pouvoir partager quelques éléments de mon parcours qui j'espère pourront donner des idées sur la finance durable. Alors moi je vais commencer du début. Donc, à 16 ans, je profite d'une publication que tu as faite pour les 16 ans de la Banque Postale. Et tu écris, tu dis « J'avais la tête dans les livres d'algèbre, mais aucune idée de ce qu'était la finance et qu'il était possible d'en faire un métier. » Donc, raconte-nous un peu ce qui s'est passé entre ce moment de ces 16 ans et l'arrivée chez Goldman Sachs. Oui, alors c'est vrai que j'avoue avoir une adolescence et un début de carrière très classique. Et c'est vrai que, un peu comme tout produit du système éducatif français, j'étais plus attirée par les matières qu'on enseignait, mais avec vraiment aucune idée de ce que derrière donnaient les perspectives professionnelles. Donc moi, j'aimais bien les maths au lycée. En même temps, j'aimais quand même aussi bien les langues et le français. Donc j'ai fait naturellement une prépa HEC. Ensuite, j'ai fait HEC, où là, effectivement, l'enseignement est très ouvert. Après, j'ai fait HEC avant la première crise financière. Ouais. Donc en majeure finance, on nous enseignait énormément la titrisation en particulier. Et donc c'était des enseignements qui étaient très techniques. Moi, j'ai choisi de faire mon mémoire de majeure finance en 2005 sur les performances de l'investissement socialement responsable, parce que je trouvais le sujet original et je me suis dit il y a un petit peu d'histoire dedans, j'avais pas forcément envie de faire trop de formules financières dans mon mémoire et donc j'ai plongé finalement dans l'histoire de la finance durable à ce moment-là. Mais après c'est vrai que j'ai pas continué sur le sujet, j'ai commencé de manière très classique quand on sort d'HEC chez Goldman Sachs avec le conseil qu'on m'avait donné qui est tu vas là où on fait le mieux les choses. Et j'ai bien aimé ce conseil. Et donc, c'est vrai que Goldman, évidemment, c'est la voie royale quand on sort de majeure finance. Et en 2008, donc en pleine crise financière, tu décides de faire le CFA ? Alors, du coup, pourquoi en fait, le CFA nous a été présenté dès la majeure finance à HEC. Donc, j'ai passé le niveau 1 là-bas. J'ai passé le niveau 2 quand j'étais... après la majeure finance, j'ai fait une année de macroéconomie bancaire à la Sorbonne. Là, j'ai passé le niveau 2. Et le niveau 3, je l'ai passé au moment de ma première année chez Goldman. Donc là, c'était intense. En fait, effectivement, le CFA Society France était venu nous présenter ce programme. Et sans bien comprendre d'ailleurs quel était le contenu, j'avais le sentiment que ça allait bien compléter ma formation. D'ailleurs, ils nous l'avaient présenté en nous disant bon, ça va par rapport à la majeure finance, c'est très que vous n'aurez pas grand-chose à faire. Donc en fait, j'ai ouvert les bouquins 15 jours avant et là, j'ai compris que j'avais quand même un petit peu de travail. Donc j'ai passé, je pense, les 15 jours les plus studieux de ma vie avant le niveau 1. Bon, pour le niveau 2, je m'y suis prise un peu plus en avance et le niveau 3 aussi. Et est-ce que tu le conseillerais quelques années plus tard, tu dis que c'était un bon investissement. À ce moment-là, ça a compté ou ça compte encore Ça compte encore beaucoup. Et j'ai trouvé, en fait, à ce moment, donc assez tôt quand même, au début finalement de ma carrière, à la fin de mes études, j'ai trouvé que ça structurait énormément mes connaissances en finance. C'est-à-dire qu'en majeure finance ou même les cours qu'on avait pu avoir les précédentes années à HEC, on avait acquis beaucoup de choses. Mais souvent, quand c'est des cours, finalement, c'est la perspective d'un cours. Et en fait, quand on est jeune, on a du mal
mal à faire le lien entre l'ensemble des concepts. Et là, le curriculum du CFA, avec en plus la progressivité sur les 3 niveaux, m'a permis de vraiment finalement faire le lien entre tous les sujets et de consolider absolument tout. Donc je trouve que vraiment d'un point de vue intellectuel, ça a été extrêmement décisif. Et puis après, bien sûr, on ne le fait pas aussi que pour la dimension intellectuelle. Il y a aussi la reconnaissance de ce diplôme qui est très forte et qui, dans le milieu de l'asset management, surtout à Londres, surtout chez Goldman, était absolument incontournable. Voilà. Et après, de 2009 à 2016, tu es gérante de portefeuille. Donc ça, c'est le rôle emblématique du CFA Charterholder, soit analyste financier, soit gérant de portefeuille. Qu'est-ce qui t'a amené qu'est-ce qui t'a plu sur cette profession de gérante de portefeuille, l'impact que tu as eu, quel plaisir y as-tu trouvé, qu'as-tu appris, quelle est ton expérience? Ouais, j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est vrai, quand on sort en plus d'HEC, c'est pas forcément les premiers métiers. Enfin, l'asset management, c'est un métier très peu connu. Ouais. En fait, les étudiants vont en finance de marché ou en corporate finance. Et la gestion d'actifs, moi, je trouvais que c'était intéressant parce que je voyais que c'était au confluent de l'économie, de l'analyse financière, évidemment. Aussi de la finance comportementale, parce que les marchés sont loin d'être rationnels, sinon finalement il n'y aurait pas de gérant d'actifs. Donc j'aimais bien ces différentes dimensions. Et c'est vrai que moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans mon expérience de gérante, je l'ai faite dans des petites sociétés de gestion, des boutiques. Donc d'abord la Financière de la Cité pendant 5 ans, et puis ensuite on a créé Vest Athéna avec donc un des associés qui avait créé la Financière de la Cité est parti avec la poche action de la Financière de la Cité pour créer Vest Athéna. Donc on a recréé une nouvelle société de gestion. Et moi, j'ai énormément aimé la dynamique entrepreneuriale dans une boutique et le fait que finalement, quand on est gérant dans une boutique, on est comme un gérant de PME, on a son portefeuille et on est totalement indépendant et surtout, on fait absolument tout. Donc, ce qui a été très marquant dans mes 7 années de gestion d'actifs, c'est que j'ai lancé pas mal de fonds. C'est l'intérêt quand même quand on est dans des boutiques. Et donc, il y avait toute la phase de définition de la stratégie d'investissement avec le client, toute la phase, bien sûr, d'agrément vis-à-vis de l'AMF, c'est convaincre l'AMF de l'intérêt de ce nouveau fonds, et puis la dimension même purement réglementaire du dossier. Et puis ensuite, la vente du fonds auprès d'autres clients et accessoirement la gestion quand même au quotidien. Et quand on est en plus dans une boutique, évidemment, j'avais pas de salle, donc je faisais absolument tout. Et la première fois que j'ai fait mon premier trade, qui était, je m'en souviens très bien, 1 million de bons du Trésor français, bon, sans doute le trade le plus simple possible, mais j'ai mis 1 heure à le faire parce que quand même, je me suis dit, bon là, j'achète 1 million, c'est quand même pas rien. Et c'est vrai que c'est ça aussi qui est intéressant dans la gestion d'actifs, c'est que rapidement, les montants, voilà, on joue aussi avec les montants. Donc, moi, j'ai énormément aimé le métier de gérant pour la dimension très analytique du sujet, la dimension finalement très ancrée dans le réel. On plonge vraiment dans une industrie, alors moins quand on est sur l'obligataire, mais ensuite quand je suis passée sur la partie action, on plonge vraiment dans la dimension industrielle. Et en même temps, il y a la macro très important, le poids des marchés qui change en permanence. Enfin, il n'y a jamais une journée comme une autre. Donc voilà, c'est vraiment toutes ces dimensions et puis l'aspect très entrepreneurial du métier de gérant dans une boutique qui m'a énormément plu. Et alors là, je trouve contre toute attente, en 2017, tu fais une transition vers l'AMF. Et alors, comment s'est opérée cette transition? Donc, tu passes d'un milieu très entrepreneurial à l'AMF, qui est l'autorité de tutelle. Quelles sont tes découvertes? Quel est ce retour d'expérience? Ouais, c'est vrai que ce passage, c'est clairement le passage le plus étonnant de ma carrière. Et franchement, je vais pas refaire l'histoire en disant que tout était prévu. Enfin, j'avais absolument pas anticipé ça. J'étais arrivée au bout de mon expérience en tant que gérante, où je trouvais le métier passionnant, mais j'étais en plus à ce moment-là gérante de mines de métaux précieux. Et finalement, je me suis dit, mais en fait, c'est plus des ingénieurs qui font très bien ce métier. Moi, ma compétence, c'est la dimension financière et c'est aussi l'approche un peu systémique de la finance. C'était ça que j'avais aimé dans mon approche entrepreneuriale. Donc, je me retrouvais finalement plus trop... je voyais plus trop quelle était ma valeur ajoutée, en fait. C'était ça. C'était vraiment... Je crois que j'étais allée au bout de ma valeur ajoutée et je sentais que j'allais pas exceller finalement dans cette voie. Et donc, honnêtement,
un peu par hasard, j'ai atterri à l'AMF. Et d'ailleurs, ça a été un sujet ensuite de blague avec celui qui a quand même décidé de me faire confiance et qui a été mon boss pendant 2 ans. C'est qu'en fait, au moment où j'ai passé l'entretien, moi, j'étais persuadée d'avoir très bien compris le job, d'avoir très bien préparé. Et en fait, à chaque fois, je lui disais, oui, je veux venir à l'AMF pour ça. Il me disait, oui, mais ça, c'est une autre direction de l'AMF qui fait ça. Bon, donc, j'avais l'impression que l'AMF connaissait très bien. Et en réalité, la direction dans laquelle j'ai atterri, c'est vrai, c'est une direction très spécifique et que surtout quand on a le parcours école de commerce, finance, honnêtement on connaît très peu cette partie-là qui est la direction de la régulation et des affaires internationales qui en fait s'occupe de négocier les textes au niveau européen. Donc en fait on est l'expert technique de la direction générale du Trésor qui négocie pour la France dans les négociations du Conseil. On négocie en direct ce qu'on appelle le niveau 2, donc en fait les équivalents des décrets, donc les déclinaisons des réglementations. Et puis bien sûr, on interagit aussi beaucoup avec le Parlement européen. Et en fait, j'ai plongé dans ce monde institutionnel français et européen, absolument passionnant, qui, moi, vraiment m'a fascinée avec cette dimension en plus de négociation. Alors, certes, sur des textes, du coup, très techniques sur la gestion d'actifs. C'est pour ça que mon expertise de gérante, en fait, avait été recherché à l'AMF parce qu'il cherchait quelqu'un qui avait vécu au quotidien le rôle du gérant et qui du coup pouvait comprendre l'impact des réglementations qu'on était en train de mettre en œuvre parce que c'était quand même le sujet. Donc il y avait évidemment toute la dimension lobbying aussi avec les industries de place, avec l'Association française de gestion. Et puis, nous-mêmes, à l'AMF, on était un peu lobbyistes face à la Commission européenne, face au Parlement européen. Et donc, ces 2 années, en tout cas, à l'AMF, moi, m'ont absolument passionnée parce qu'une prise de hauteur, du coup, importante sur le monde de la gestion d'actifs, mais avec, du coup, une perspective réglementaire. En tout cas, ça m'a apporté quelque chose qui est assez fort aujourd'hui, c'est finalement la compréhension de la façon dont les réglementations étaient façonnées et aussi le fait que parfois l'objectif d'une réglementation peut se retrouver assez dévoyé dans le résultat par le jeu des compromis qui sont faits au moment des négociations, surtout quand on est dans un cadre européen, et donc finalement aussi de prendre un peu de distance avec cette réglementation, et en tout cas d'avoir toujours en tête l'esprit de cette réglementation, et pas forcément la lettre, parce que voilà, ce que recherche une réglementation se retrouve pas forcément toujours très clairement dans les textes qui, en tout cas, il ne faut pas appliquer à la lettre. Ouais. En 2019, à ces nouvelles transitions, tu pars à la Banque Postale Asset Management, et là, pas dans un poste de gérante, mais dans un poste de transformation. Donc, le titre que je vois, c'est Strategic Project Manager. Et ensuite, tu prends la tête du comité Sustainability. Oui, alors en fait, à l'AMF, quand je suis arrivée en 2017 à l'AMF, il y avait un texte sur l'ISR. Et donc moi, comme j'avais fait mon mémoire sur l'ISR, j'ai dit je peux travailler sur le sujet. Et donc je suis devenue une des spécialistes finances durables de l'AMF, mais qui était un milieu très très resserré à l'époque parce que pas grand monde ne travaillait sur la finance durable. Et en fait, le sujet a explosé en 2018 au moment où le HLEG, parce que vous vous souvenez de ce groupe d'experts qui a sorti toute une série de propositions qui ensuite ont donné lieu à tout le plan d'action de la Commission européenne sur la finance durable, en particulier la taxonomie et puis les textes derrière, SFDR, etc. Et donc, voilà, le sujet finance durable a explosé de manière générale et moi, je me suis vraiment spécialisée à ce moment-là dans ce sujet et avec une conviction vraiment héritée de mon passé de gérante qui est que quand on ajoute des nouvelles données, en l'occurrence les données ESG, à une analyse financière, ça ne peut être que bénéfique. En fait, ajouter une nouvelle dimension à une analyse, ça donne forcément une vision plus intéressante de l'entreprise dans laquelle on va investir. Donc, ça ne peut être que positif. Ça ne peut être que positif sur derrière la performance et de toute façon, en tout cas, sur la compréhension et sur l'appréciation du risque aussi qu'on prend quand on va investir dans cette entreprise. Donc, c'est vraiment une conviction que j'ai naturellement forgée sur la base vraiment de mon analyse financière et très clairement structurée aussi par le CFA. Donc,
en étant devenue cette experte finance durable, j'avais quand même envie de revenir dans le concret, dans l'opérationnel en tout cas. Et à ce moment-là, LBP Asset Management venait de devenir 100% d'annoncer qu'ils allaient être 100% ISR. Ah oui. Et en fait, ils cherchaient quelqu'un pour piloter le projet de transformation. Et c'est vrai que moi, avec ma légitimité d'ancienne gérante et en même temps aussi ma casquette réglementaire, je réunissais pas mal de compétences pour piloter ce projet. Mais effectivement, ça tombait parfaitement pour moi parce que je voulais revenir en société de gestion, enfin en tout cas revenir sur le marché, donc c'était assez naturel pour moi de revenir en société de gestion et je savais que je voulais pas redevenir gérante pour les raisons que je t'ai expliquées. Donc en fait ce poste-là il était vraiment parfait pour moi. Toi, au bon timing. Voilà, c'est ça. Parfois dans la carrière il y a des chances comme ça et là ça a été vraiment une opportunité exceptionnelle. Donc là tu passes un peu de temps à la banque, à la LBP AM et ensuite tu passes sur ton rôle actuel à la Banque Postale. Donc, comment on fait on passe à l'asset management, à la Banque Postale, qui est une entreprise à mission. Oui. Comment... Voilà. Et ton poste très particulier, hein, c'est responsable, directrice de l'engagement citoyen. Oui. Alors, voilà. C'est un joli terme. C'est un joli terme, et c'est un terme... j'adorerais que tu nous expliques un peu plus ce que ça veut dire. Oui, bien sûr. Donc, déjà, donc à la Banque Postale Asset Management, on a piloté ce projet. Et puis, effectivement, à la fin, à l'horizon du projet, fin 2020, la Banque Postale est devenue 100% ISR. Donc, ça a été un gros projet de transformation, de changement culturel vis-à-vis des gérants. Évidemment, changement méthodologique, juridique, commercial. Mais ça a été absolument passionnant. Et en fait, ça, c'est l'intérêt aussi des grands groupes où la mobilité est favorisée, où on peut passer finalement d'un secteur à l'autre. À ce moment-là, la Banque Postale a décidé de créer une direction de l'engagement citoyen, et je reviendrai effectivement sur le terme. Moi, j'étais une des expertes finances durables du groupe, et voilà, j'ai été choisie à la tête de cette direction. Maintenant, il y a quasiment 3 ans, donc que j'ai constituée et qui aujourd'hui autour d'une vingtaine de personnes. Alors, le terme d'engagement citoyen, il y a certaines autres entreprises qui l'utilisent. En tout cas, le terme d'engagement, en fait, c'est directrice développement durable, directrice RSE. Alors, en anglais, c'est beaucoup plus simple. Chief Sustainability Officer. Bon, comme toujours, c'est beaucoup plus simple. Mais c'est vraiment alors un rôle que moi, je trouve passionnant, qui est là pour finalement définir et mettre en œuvre la stratégie de finance durable au niveau de l'ensemble du groupe. Donc, le groupe La Banque Postale est quand même aujourd'hui le 11e groupe de banque assurance européen, avec CNP Assurance, qui est une filiale extrêmement importante, évidemment, du groupe, mais qui est aussi donc une filiale d'asset management, qui fait aussi du crédit consommation, voilà, qui est vraiment un groupe bancaire très diversifié, avec cette histoire emblématique. On a une filiale à 100% du groupe La Poste. On est à la fois la banque la plus jeune du secteur bancaire français, parce qu'on a l'agrément que depuis 18 ans maintenant, mais donc c'était pour ça le clin d'œil effectivement aux 16 ans qu'on a fait l'année dernière. Et en même temps, on est fondé sur 400 ans d'histoire, puisque c'est fondé sur les services financiers de la Poste, et donc l'histoire très profonde et très territoriale de ce groupe. Avec donc une position originale de la Banque Postale dans le paysage bancaire, qui est que quand on a créé la Banque Postale, on n'avait pas besoin d'une nouvelle banque, mais on avait besoin d'une banque territoriale, donc qui s'appuie vraiment sur les bureaux de poste, puisque nous, on n'a pas d'agence, ce sont les bureaux de poste, et avec cette mission de service public qui est déléguée à la Poste et ensuite à la Banque Postale, autour d'une mission d'accessibilité bancaire qui concerne aujourd'hui 1,5 million de clients qui seraient totalement exclus du système bancaire autrement. Là, je parle vraiment de personnes qui ne pourraient pas avoir un smartphone, un compte digital, etc. Ce sont des sans domicile fixe, des migrants qui arrivent sur le territoire français, même sans parler un mot, et qui utilisent le livret A, donc qui normalement est un outil d'épargne pour toi comme pour moi. Et pour eux, c'est une sorte de porte-monnaie électronique finalement. Ils vont faire des retraits en cash, donc c'est un élément très important. Ils peuvent percevoir certains revenus sociaux, être prélevés d'un certain nombre de dépenses, mais qui sont circonscrites par la loi, voilà, et qui permet à cette personne-là finalement d'être intégrée dans la société, qui est un élément de cohésion sociale absolument clé. Ouais, essentiel.
Alors, dans ce dernier rôle, dans ce rôle que tu as actuellement, est-ce qu'il y a un projet emblématique ou des accomplissements que tu as envie de partager ou de célébrer? Oui, alors, en fait, ce qui est donc très intéressant dans ce rôle, c'est que, il y a à la fois une dimension, vraiment, de définition de la stratégie, définition des engagements, de comment on pilote le bilan d'une banque, pour qu'elle soit plus responsable. Il y a une dimension d'accompagnement, des différents métiers finalement dans l'intégration de l'impact, de ce que c'est que l'impact environnemental et social à l'intérieur de tout leur process, de toute leur façon de travailler ou de la construction de l'offre. Et puis, il y a une dimension importante aussi d'interaction avec les parties prenantes, à la fois en tant que représentant de ce que fait la Banque Postale, mais aussi, surtout, en recevant finalement ce que disent nos parties prenantes, en les faisant nous challenger sur nos actions. Et ça, c'est une dimension extrêmement importante. Et je pense que du coup, le projet aujourd'hui dont je suis le plus fière, qui réunit un peu toutes ces composantes, c'est le développement de notre crédit immobilier à impact. Qu'on a sorti là en juin dernier. En fait, on a construit un score d'impact qu'on appelle l'indice d'impact global, qui a un pilier environnemental, un pilier social et territorial, qui agrège un certain nombre d'indicateurs. Donc, par exemple, sur l'immobilier, il va regarder le DPE du bien que tu vas nous proposer de financer, mais il va regarder aussi la surface au sol. Ça, c'est des indicateurs autour de la biodiversité. Il va regarder, comme on a une dimension sociale, il va regarder le revenu fiscal de ton foyer, si tu es primo-accédant, et aussi la zone dans laquelle tu achètes. Donc, on agrège ces données autour d'un score. Si ce score est bon, tu vas bénéficier d'une bonification tarifaire. S'il est moins bon et qu'il peut être boosté en particulier par des travaux de rénovation énergétique, là aussi, tu vas bénéficier d'une bonification tarifaire et on va t'accompagner dans le chemin assez compliqué de la rénovation énergétique, à la fois avec un simulateur des travaux de rénovation qu'on a développé avec la start-up Namer, qui permet à chaque personne, c'est public sur notre site, d'estimer le coût de ces travaux. Et puis ensuite, on va aider aussi nos clients dans le parcours en particulier pour recevoir les primes d'État et même monétiser les certificats d'économie d'énergie. Et pourquoi je trouve que ce projet, j'en suis particulièrement fière, parce que c'est vraiment l'exemple positif de ce qui peut naître d'une collaboration autour de la finance durable. C'est-à-dire que ma direction, on a apporté la méthodologie autour de la construction du score et on a apporté le challenge des parties prenantes, parce que ce score d'impact, pour pouvoir utiliser le terme d'impact, on l'a développé avec le WWF, qui a été un critical friends très critique, mais non, c'est normal, c'est leur rôle, pendant le développement, et qui nous a effectivement beaucoup questionné sur les éléments qu'on mettait à l'intérieur de ce score pour vraiment s'assurer qu'on parlait bien d'impact. Ouais. Donc, c'est la combinaison de cette méthodologie et de cette expertise vraiment environnementale et sociale à impact très forte, avec l'expertise des métiers crédit immobilier, qui évidemment connaissent parfaitement la mécanique du produit, connaissent les besoins des clients, les attentes en matière de rénovation énergétique en particulier. Et donc, c'est vraiment en combinant toutes ces compétences qu'on a pu innover sur ce produit qu'on est aujourd'hui les seuls à faire. Super intéressant. J'ai aussi vu que la Banque Postale a sorti un rapport de mission. Donc, depuis quelques années, maintenant, on a des entreprises à mission. On a le rapport financier, on a le rapport extra-financier, et maintenant le rapport de mission. Exactement. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, alors le rapport de mission, c'est le rapport du comité de mission de la Banque Postale. Et le comité de mission, c'est là encore des critical friends. C'est vraiment un groupe de parties prenantes qui, en fait, est là pour nous accompagner dans la définition et surtout dans le suivi de notre mission. Donc, quand on devient une entreprise à mission, il y a deux grandes choses à réaliser. C'est modifier ses statuts pour intégrer dans ses statuts sa raison d'être, mais surtout les objectifs de sa mission. Et puis, c'est se doter d'un comité de mission qui est là pour suivre cette mission. Et par ailleurs, l'exécution de la mission et le rapport de mission est validé aussi par un OTI
un auditeur. Et donc, voilà, c'est vraiment ces deux dimensions qui sont absolument essentielles et qui permettent en réalité de structurer extrêmement bien la démarche et de s'assurer qu'elle est intégrée vraiment dans la gouvernance de la banque, depuis le comité exécutif, le conseil de surveillance, jusqu'à l'ensemble des collaborateurs qui ont à l'intérieur de leurs objectifs des objectifs liés à la mission. Donc, les transitions dans ton parcours sont nombreuses. Pourrais-tu partager avec nous un peu plus les moments, peut-être les moments difficiles ou les moments de doute que tu as pu avoir, les leçons apprises de ce parcours jusqu'à aujourd'hui? Oui, je crois que effectivement le doute fait partie de la vie, c'est normal. En tout cas, moi, ce que je retiens très fortement de mon début de carrière, c'est vraiment qu'un parcours professionnel, ce n'est pas linéaire. Et qu'en fait, on a des moments où on va se sentir très bien dans son job et très aligné, et puis des moments où, au contraire, on va peut-être plus se chercher, où le marché est moins porteur, on a pris un tournant qui est moins... Et voilà, je crois que c'est complètement normal et qu'il faut se garder de cette vision voilà, très compétitive, très super-héros véhiculée par tout l'imaginaire de notre société aujourd'hui, qui vraiment survalorise la surperformance et la performance au prix même de finalement un peu masquer justement les moments de doute ou les difficultés. Et donc, en tout cas, ouais, vraiment la non-linéarité. Sincèrement, quand j'ai décidé de sortir de la gestion d'actifs et que j'ai atterri à l'AMF, enfin, vraiment, je ne vais pas du tout refaire l'histoire en disant c'était extrêmement prévu, envisagé. Non, j'ai été un peu perdue et j'ai vu que ce job à l'AMF avait l'air de me convenir. Et voilà. Et du coup, je dirais de manière très humble, parce que je pense que vraiment chacun prend les décisions en fonction de son contexte. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, je retiendrai deux choses, en tout cas, dans ce qui m'a aidé à rebondir dans les différents moments. C'est clairement la prise de risque, mais au sens, chacun a un niveau de la prise de risque. Moi, aujourd'hui, par exemple, monter mon entreprise, c'est quelque chose qui me fait extrêmement peur et j'avais pas du tout envie d'aller là-dedans, alors que j'ai beaucoup de camarades de CFA, d'HEC qui se lancent dans l'entrepreneuriat et j'ai beaucoup d'admiration pour eux. Donc, chacun voit finalement le niveau de risque à son niveau, mais je dirais plutôt voilà, l'ouverture dans les chemins possibles. Et c'est vrai que l'AMF n'était pas un chemin a priori cohérent avec le début de ma carrière, mais finalement ça s'est révélé un vrai déclic. Et puis je dirais que l'autre dimension, c'est celle qui nous réunit finalement aujourd'hui, c'est le réseau. Et ça, c'est vrai que c'est un peu des conseils galvaudés qu'on peut se donner quand on est étudiant ou quand on est dans des groupes de femmes. Ouais. Parfois on se dit bon. Et en fait, et c'est pas de faire du réseau pour faire du réseau, mais c'est vraiment à chaque expérience, on rencontre des gens et quel que soit finalement le métier dans lequel on est. Quand on est gérant, ça peut être un métier assez solitaire. Donc, on peut facilement, toute sa journée, être devant son Bloomberg et ses modèles et pas vraiment lever le nez. Et je crois que c'est très important, justement, dans tous les types de métiers, de rencontrer son écosystème, d'aller voir les gens. S'il y a un conseil que j'ai, c'est que vraiment, les gens adorent parler d'eux. Donc, envoyez des messages, allez voir les gens et ils seront ravis de vous expliquer finalement ce qu'ils sont et ça vous donnera toujours des idées. Entièrement d'accord. Alors, je suis ultra supportive du message. Une autre question, c'est que ça doit demander quand même beaucoup d'énergie. Je sais aussi que tu es maman. Comment tu renouvelles ton énergie? Qu'est-ce qui te booste? Alors, j'ai pas de secret. Est-ce que tu te lèves le matin, tu prends une douche froide? Non, j'ai pas de baguette magique et voilà, une vie assez classique. Mais je crois que en tout cas, je suis balance et s'il y a quelque chose justement qui est important pour moi, c'est l'équilibre entre les différentes dimensions. Donc, oui, ma vie professionnelle là est très riche et en fait, c'est passionnant de travailler sur la finance durable justement parce que on est sur des sujets qui sont systémiques et qui sont en permanence en train d'évoluer. Donc, il y a un besoin de discuter, de parler. Donc, il y a un vrai foisonnement intellectuel et de gens sur le sujet. Donc, ça, moi, ça me nourrit énormément. Mais en même temps, voilà, j'ai besoin aussi des autres équilibres de ma vie familiale, de ma vie amicale, et puis aussi voilà, ma vie personnelle, d'aller courir un petit peu, juste voilà, de manière très simple. Mais je dirais que c'est plutôt l'équilibre de toutes ces dimensions-là qui permet de renouveler l'énergie. Ouais. Alors, on va regarder un peu le futur. Quels sont tes
ta vision, ton ambition pour le futur. Donc là, tu es dans l'ESG, donc tu es vraiment dans l'impact. Donc j'imagine que tous les jours, tu dois te projeter sur... donc, je fais ça aura un impact, ça n'importe maintenant, même 2050. On parle tous de 2030 à peu près dans les visions. Quelle est ta vision du futur pour nous, pour toi, pour tes projets? Ouais, c'est vrai que je dirais qu'il y a un peu deux temporalités quand on travaille dans la finance durable. Il y a une temporalité à court terme quand même parce qu'on a envie d'avoir un impact immédiat ou en tout cas d'avoir un impact qu'on puisse mesurer et qui puisse surtout convaincre. C'est ça qui est compliqué sur le sujet, c'est toujours finalement convaincre, toujours embarquer plus de gens parce qu'il faut changer les process, changer les méthodologies, changer les concepts. C'est vraiment une banque entreprise à mission, hein. C'est une banque qui passe d'un monde en 2 dimensions, qui regarde le rendement, le risque, à un monde en 3 dimensions, le rendement, le risque, l'impact. Donc, c'est un peu comme la première fois qu'on chose des lunettes 3D au cinéma. Ça décoiffe un peu, ça peut donner mal au cœur. Mais en même temps, tout d'un coup, on découvre toute une nouvelle perspective. Donc, il y a cette dimension court terme où il faut avoir un impact sur immédiat ou en tout cas étape par étape. C'est important de ne pas avoir un effet non plus tunnel trop important. Et en même temps, évidemment, on se projette dans le long terme. Et là, je pense que c'est plus difficile parce que le long terme et justement la perspective, c'est quand même plutôt un monde extrêmement bouleversé, une multitude de crises avec des origines qu'on peut déjà anticiper ou qu'on ne peut pas anticiper. Donc moi, j'ai vraiment du mal à me projeter et à me dire ce qui va se passer dans quelques années, même d'un point de vue individuel. J'ai une conviction qui est celle de l'adaptabilité, ça c'est sûr, au niveau d'un individu, au niveau d'une entreprise, au niveau d'une société. Il va falloir s'adapter, quel que soit le nouveau contexte. Et voilà, c'est plutôt cette agilité que j'ai envie de continuer à nourrir, mais très difficile de se projeter dans... complètement. Exactement. Alors Adrienne, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Moi, j'adore ton parcours. C'est une source d'inspiration régulière. Je regarde aussi les podcasts dans lesquels tu interviens. Avant de conclure, as-tu un livre, une publication ou un podcast à conseiller à nos auditeurs, auditrices qui pourraient aussi les inspirer au quotidien? Oui, alors celui du CFA Society France, très, très clairement, auquel je souhaite beaucoup de succès en tout cas. Alors c'est vrai que je trouve que le format des podcasts est très séduisant dans nos vies souvent un peu chargées. Je te disais, je cours un peu, donc quand je cours, j'aime bien écouter des podcasts et vraiment moi je recommande beaucoup le podcast Sismique. Qui est alors il s'appelle Julien et j'ai plus son nom de famille en tête, mais bon en tout cas le podcast est très facilement identifiable. Ça fait un certain nombre d'années qu'il l'a lancé et c'est vraiment je pense pour moi le meilleur podcast sur les sujets de transformation écologique et sociale. Il invite des invités extrêmement variés, des scientifiques, des sociologues, des linguistes même, et puis des représentants d'entreprises, des chercheurs académiques, etc. Enfin, tout type de personnalité, et c'est ça qui fait le foisonnement justement autour des enjeux de transition où en fait on doit absolument tous les volets, on doit les retourner pour les façonner en 3 dimensions. Et voilà, il le fait vraiment avec beaucoup d'intelligence, beaucoup d'humilité aussi, en laissant beaucoup l'auditeur, l'invité parler, parfois dans des podcasts des animateurs qui s'écoutent un peu. Voilà, donc je recommande beaucoup celui Sismique. Sismique, très bien, c'est noté. Et un grand merci à toi. Merci beaucoup, Myriam. Et merci à nos auditeurs. N'oubliez pas de nous suivre, de liker sur les plateformes. Donc, c'est Exchange, le podcast de CFA Society France. Merci. Merci, à bientôt. Merci. Merci. Vous pouvez écouter le podcast Exchange sur les plateformes d'écoute habituelles et vous y abonner. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le liker. Ce podcast est fourni à titre d'information et rien de ce qui y est dit n'est assimilable à une recommandation d'investissement. Les invités et les hôtes du podcast Exchange s'expriment à titre personnel.